Alors je suis avec Nicolas Aubin pour évoquer son ouvrage Le Débarquement aux éditions Perrin, Vérité et Légende. Merci de me recevoir, monsieur Aubin. Alors vous êtes enseignant agrégé d'histoire et donc vous venez de sortir ce livre sur le 6 juin 1944. Et c'est un livre qui est très bien fait, je trouve, qui procède par questions. Les questions que en fait on pourrait se poser et qui correspondent des fois à des idées reçues. Et alors il y a une trentaine de questions et à chaque fois vous apportez une réponse et c'est l'occasion d'aller plus loin. Et donc c'est vraiment, je trouve, l'entrée idéale pour quelqu'un qui veut lire sur le débarquement et découvrir ce qui s'est passé ce 6 juin 1944 quand les Américains, les Anglais et les Canadiens ont débarqué sur les plages de Normandie. Alors vous commencez par une question qui en fait justifie justement votre ouvrage. A-t-on tout dit sur le débarquement ? Oui, c'est effectivement la raison d'être de ce livre. C'était déjà évidemment dans le cadre du 80e anniversaire d'offrir aux lecteurs une sorte de mise à jour historiographique des écrits sur le débarquement, sachant qu'on écrit énormément sur la bataille, que l'on pense avoir tout couvert. Moi, j'ai pas connaissance d'une bataille qui ait été autant couverte sur le plan historique, dans un niveau de détail qui va jusqu'à se questionner sur l'emplacement de tel ou tel char, alors qu'il y en a des milliers d'engagés. On peut trouver des articles dans la presse spécialisée sur tel char de telle unité a-t-elle été détruite par un canon de 88 ou par un canon de 75. Donc on est vraiment dans de la micro-histoire. Et en même temps, quand on prend un peu de distance, on se rend compte qu'il y a des zones d'ombre qui demeurent, parce que l'histoire du débarquement a été écrite autour de 4 grands courants historiographiques. Le courant, je dirais, des vainqueurs. L'armée américaine a très vite publié des monographies d'unités, des récits de bataille qui étaient déjà très, très détaillés, mais évidemment avec ce prisme du vainqueur. Dans le même temps, et du vainqueur américain. Du vainqueur américain, oui. Parce que c'est pas forcément la même version que les Anglais. Complètement, et les Anglais eux, vont le faire beaucoup plus tard et de manière beaucoup plus superficielle, ce qui ne va pas même permettre de rééquilibrer les récits. Et on a également, et c'est assez rare, un récit écrit par les vaincus. Normalement, les vainqueurs écrivent l'histoire, mais ici, c'est pas complètement le cas. On a eu, dans les années 50, toute une série de textes faits par les généraux vaincus allemands à la demande des Américains qui collectaient des témoignages. Et cela leur a permis de développer une sorte de vulgate d'une armée allemande très professionnelle, exempte de tout crime, et qui se serait battue avec une très grande compétence et qui serait forcément la plus à même en cas d'invasion de l'URSS dans le cadre de la guerre froide pour résister à cette agression soviétique. Et donc le récit est devenu complètement entaché par ce prisme de ces vaincus qui cherchent à convaincre absolument les Américains et les alliés de l'OTAN en général que l'armée allemande était très performante, et c'est à cause d'Hitler que finalement l'armée allemande a été vaincue et non pas vaincue par ses propres défauts. Donc ça a créé le mythe d'une armée allemande supérieure que l'on retrouve très largement sur le front de Normandie, où grosso modo les alliés ne l'emporteraient que grâce à leur puissance matérielle. On a eu ensuite des récits au ras du sol qui ont été lancés dans les années 60 avec Cornelius Ryan, donc Le jour le plus long, qui brosse un magnifique tableau de la souffrance des hommes en guerre, qui va être repris après par John Keegan, et qui offre une autre vision du débarquement, une vision plus humaine, mais une vision également teintée d'héroïsme et souvent amputée de pans entiers de l'histoire. Et puis enfin, on a eu une histoire faite par les locaux, par les passionnés, de la micro-histoire dont je parlais au début. Donc tout ça, mis bout à bout, finalement, dressait une formidable masse documentaire, mais une masse documentaire relativement éclatée et très souvent biaisée. Et il a fallu attendre les années 80, 90, 2000 pour que notamment des auteurs britanniques
et américains revisitent cette bataille de Normandie et la dépoussièrent et l'élargissent dans son prisme. C'est vrai que dans les années 2000, par exemple, on a vraiment commencé à questionner l'histoire des civils normands dans cette guerre. Jusqu'à présent, ils étaient purement et simplement absents. Voilà, donc l'intérêt de mon ouvrage, c'est de mettre à la disposition dans un cadre relativement restreint ces acquis qui ont été faits depuis une vingtaine d'années, qui n'ont pas toujours été traduits en français. Je pense notamment aux travaux de Buckley, de Hart, qui sont des formidables travaux historiques et qui n'ont pas bénéficié d'une traduction en français. Voilà donc la raison d'être de ce livre. Et y a-t-il encore des choses à écrire sur le débarquement ? Bien oui, on se rend compte qu'il y a encore... Alors bien sûr, globalement, le débarquement est très bien maîtrisé, mais sur des points de détail, notamment lors de la bataille de Normandie, on ne sait pas encore très bien comment s'est élaborée la bataille Cobra, la bataille qui permet la percée américaine en fin juillet 1944. Bon, il y a encore débat pour savoir qui l'a inspiré. Est-ce une idée de Bradley, le commandant de l'armée américaine, ou a-t-il été inspiré par le maréchal Montgomery qui commandait les forces alliées anglo-américaines à cet instant de la bataille. Alors ce débarquement anglo-américain et canadien, quand est-ce qu'il est décidé ? Qui prend la décision et à quel moment ? Alors la décision de débarquer en France, elle est quasiment prise dès 1940. Le lendemain de Dunkerque, les Anglais savent que pour gagner la Deuxième Guerre mondiale, il leur faudra un jour remettre le pied sur le continent. Pas tout de suite. Dans le cas de Churchill, ce sera même peut-être le plus tard possible. Tout simplement parce que l'armée allemande les a quand même bien traumatisés en 1940, qu'ils savent toute la difficulté d'envahir un continent. Ils ne pourront le faire qu'avec l'aide massive des Américains, et pour les Britanniques, justement cette aide est en même temps leur cauchemar, puisque cela va forcément les ramener à l'arrière-plan. Ils vont passer dans l'ombre du colosse américain. Donc eux, ils vont plutôt défendre assez rapidement un débarquement en Europe, mais sur des théâtres plutôt périphériques. Ils fantasmeront sur la Norvège, ça n'arrivera jamais. Plus raisonnable, plus réaliste sera une invasion par le sud de la Méditerranée, l'Italie, les Balkans. Qui est faite d'ailleurs, pour l'Italie, ils débarquent en Sicile, puis aux côtés de Salerne. Simplement, ils sont bloqués en fait. Ils sont bloqués, ils avancent très lentement, et ils doivent aussi se traîner des Américains qui n'en veulent plus, qui ont accepté jusqu'à une fin 43 ces opérations en Italie, uniquement parce que eux savent qu'ils n'ont pas les moyens de débarquer en France plus tôt. En tout cas pas avant 44, les Américains espéraient le faire dès 42, très rapidement, ils ont compris que ça n'allait pas être possible. Ils ont espéré ensuite 43, là encore, leurs économistes leur ont dit, il n'en est pas question, nous ne serons absolument, pas prêts, nous n'aurons pas assez de barges de débarquement, nous n'aurons pas assez de matériel pour y parvenir en 43. La première fenêtre de tir sera le printemps 1944. Donc finalement, toutes les opérations périphériques que Churchill arrive à leur vendre, ils ne les acceptent que parce que de toute façon, il faut bien faire quelque chose. On ne peut pas, politiquement parlant, ne rien faire en Europe entre 1942 et 1944. D'autant plus qu'aux États-Unis, il y a un courant qui est quand même très fort, qui encourage à non pas développer la stratégie du Germany First, vaincre l'Allemagne en premier, tel que l'a défini Roosevelt, mais le Japan First, se venger de l'agression de Pearl Harbor et mettre l'accent sur la guerre dans le Pacifique. Donc il faut agir en Europe, parce que sinon, les partisans d'un basculement de l'effort vers le Pacifique l'emporteront. Donc ces opérations périphériques, elles ont eu en 1940, fin 42 avec l'opération Torch en Afrique du Nord, puis 1943 en Italie. Et c'est au cours de la conférence de Casablanca en janvier 1943 qu'est décidé de débarquer en Normandie au printemps 44. Alors la cible, enfin je dis la Normandie, de débarquer en France. La cible normande sera actée à l'été 1943. Après des premières études qui montrent que débarquer dans le Pas-de-Calais, qui serait la cible la plus simple, est impossible du fait de la puissance allemande dans le secteur, et qu'il vaudra mieux prendre un chemin un peu plus long par la Normandie pour espérer vaincre. Donc voilà, été 43, on sait que ce sera la Normandie, et ensuite au fil des mois ce sera précisé à la conférence de Téhéran, on commencera à donner un mois
ce sera le mois de mai, finalement ce sera en juin, notamment parce que les moyens n'auront pas encore été totalement rassemblés au mois de mai, donc un premier report, et ensuite la météo déterminera le jour J. À l'origine, ça aurait dû être le 5 juin, mais la météo a fait que au dernier moment, la veille, le commandant suprême Eisenhower a décidé de reporter le débarquement de 24 heures. Alors à cette conférence de Téhéran, il y a donc les trois grands, Winston Churchill, Roosevelt et Staline. À la veille du débarquement, là, je crois que c'est 60%, si je ne me trompe pas, des troupes allemandes sont engagées sur le front de l'Est. Et d'ailleurs, c'est là où ils subiront la majorité de leurs pertes. 80% des pertes de l'armée allemande, c'est le front de l'Est. Et donc Staline, bien sûr, fait pression, parce qu'il veut absolument que les Alliés ouvrent un second front pour prendre les Allemands en tenaille et ainsi soulager l'armée rouge, qui a ô combien souffert. On en a parlé avec Jean Lopez sur l'opération Barbarossa. Ils se mettent d'accord sur une offensive soviétique qui devrait être concomitante du débarquement en Normandie, qui sera l'opération Bagration. Qu'est-ce que le débarquement doit, c'est une question que vous posez dans votre ouvrage, qu'est-ce que le débarquement doit à l'opération Bagration et qu'est-ce que Bagration doit au débarquement? Alors le débarquement doit beaucoup au front de l'Est. Sans le front de l'Est, aucun débarquement n'est possible. Imaginez, comme vous l'avez dit, les 60% des effectifs allemands sont engagés à l'Est, faisons-les basculer à l'Ouest, et là le mur de l'Atlantique serait infranchissable. Donc l'existence du front de l'Est est une condition nécessaire au débarquement en Normandie. Alors oui, ensuite, Staline a promis une offensive simultanément à Overlord. En fait, Staline va plutôt s'appuyer sur Overlord que appuyer Overlord, puisque l'opération Bagration va commencer le 22 juin 1944, donc c'était plus de 3 semaines après le jour J, et Staline a en fait bon espoir que des troupes allemandes auront été retirées du front de l'Est pour aller combattre à l'Ouest et ainsi lui faciliter son opération. Il prend également conscience à cet instant que l'armée allemande n'aura plus les réserves qu'elle avait en 1942-43, où elle pouvait toujours piocher sur le front de l'Ouest pour essayer d'éteindre les incendies qui étaient allumés à l'Est. Et donc cette fois-ci, il va engager une opération bien plus importante que les précédentes, et un enchaînement d'opérations, puisque Bagration n'est que le premier volet d'une série d'offensives qui va embraser tout le front de l'Est en 1944, et là il ambitionne des percées sur plusieurs centaines de kilomètres et libérer l'intégralité de l'URSS au cours de l'été. Donc Overlord permet aux opérations liées à Bagration une ampleur bien plus importante que jusqu'à présent. En plus de cela, Staline comprend aussi qu'avec le débarquement, on entre dans la phase finale de la guerre et qu'il est temps pour lui de prendre des gages en Europe de l'Est. Donc c'est une sorte de course contre la montre qui s'engage avec les Alliés. Ce qui fait que finalement, c'est davantage Bagration qui a profité de Overlord que l'inverse. Même si, je le répète, il fallait absolument le front de l'Est pour permettre le débarquement. Ensuite, une fois Bagration engagée, cette prise en étau des armées allemandes a forcément facilité la percée alliée en Normandie. Donc c'est pas le débarquement, mais c'est la sortie de la Normandie qui va être facilitée par Bagration. Parce que l'essentiel pour le coup, une grande partie des renforts qui sont créés en Allemagne partent pour le front de l'Est, une partie de la logistique également, et ça ne fait qu'affaiblir un peu plus le front en Normandie, qui doit en fait se battre avec uniquement les moyens disponibles en France. Donc la Cobra est facilitée par Bagration. Par contre, à un peu plus long terme, finalement, l'offensive Bagration va avoir un petit effet pervers sur les Alliés. C'est que cette immense offensive, qui est un succès phénoménal pour Staline, amène véritablement dès début juillet les Allemands à faire flèche de tout bois et à mobiliser le banc et l'arrière-banc. Ce qui fait que, courant juillet, alors que la percée n'est pas encore faite en Normandie, des troupes se préparent en Allemagne, théoriquement destinées au front de l'Est, mais quand la percée aura lieu en Normandie et que les Alliés vont déferler quand même jusqu'aux Pays-Bas, jusqu'aux portes de l'Allemagne, arriver aux portes d'Aix-la-Chapelle, arriver en Lorraine, eh bien ces troupes seront disponibles
pour freiner et bloquer les armées alliées. Troupes qui ne l'auraient pas été, puisqu'elles n'auraient pas été levées s'il n'y avait pas eu cet immense incendie sur le front de l'Est. Donc vous voyez, c'est un jeu de gagnants-perdants qui alterne entre les Alliés et les Soviétiques. D'ailleurs, à ce propos, je crois que l'idée de Churchill de débarquer dans les Balkans plutôt qu'en Normandie, donc finalement Roosevelt lui impose la Normandie, c'était aussi, je crois, dans son idée pour couper la route de l'Europe centrale à l'armée rouge et éviter que l'Europe centrale et les Balkans surtout ne tombent dans l'orbite de l'Union soviétique. Oui, c'était l'un de ses objectifs, à la fois faire barrage à l'armée rouge dans les Balkans, défendre les intérêts britanniques en Grèce, s'assurer aussi de la fidélité de la Turquie qui était encore neutre mais hésitante depuis 1939. Et il vendait son débarquement à la pointe des Balkans, à la pointe nord des Balkans, aussi comme une opportunité pour déferler sur Vienne et Berlin par une route en apparence assez courte mais qui traverse quand même les Alpes et qui aurait été comme l'Italie, qui aurait été très difficile, pour pas dire que ça aurait été une impasse, et en tout cas qui n'aurait jamais mis en difficulté les Allemands de la même manière que l'a été le front normand. Et donc de ce point de vue-là, c'est sûr que c'était une... On voyait, Churchill a une logique, il défend l'Empire britannique, il a une logique mondiale, mais avec un regard d'Européen, tandis que Roosevelt a lui aussi une logique mondiale, mais avec des yeux d'un Américain, et lui, il ne nous dit jamais qu'il doit vaincre l'Allemagne le plus vite possible pour se retourner contre le Japon. Et à la différence de Churchill, Roosevelt est persuadé qu'il peut s'entendre avec Staline, qu'il y a un moyen de construire un monde avec les grandes puissances que sont les États-Unis, l'URSS et un peu en retrait les Britanniques qui serviraient et qui sont pour Roosevelt un peu sa variable d'ajustement ou son élément pour obtenir un peu plus Staline. Face à Staline. Il y a aussi ce dont on parle souvent, c'est l'opération Fortitude, cette opération d'intoxication des Allemands, qui était de leur faire croire que le débarquement n'aurait pas lieu en Normandie, mais dans le Nord-Pas-de-Calais, ce qui effectivement semble plus logique. C'est le chemin le plus court de l'Angleterre à la France, c'est Douvres, dans le Nord-Pas-de-Calais. Et cette opération Fortitude, comment est-ce qu'elle est organisée et quelle a été son efficacité réelle? Oui, l'opération Fortitude, c'est un des éléments les plus intéressants à revisiter aujourd'hui, parce que pour le coup, c'est une véritable légende qui s'est effondrée dans les dernières années grâce à des travaux d'historiens canadiens et français comme Jean-Luc Leleu. Alors, quelle est l'histoire officielle? L'histoire officielle, c'est l'histoire d'une formidable opération de déception qui a duré 6 mois, durant laquelle les Alliés ont réussi à créer de faux groupes d'armées, de fausses transmissions, de faux campements, qui auraient été repérés par l'aviation allemande afin de les convaincre donc qu'une armée était disposée près de Douvres en instance de débarquement, donc dans le Pas-de-Calais, qu'une autre armée se trouvait également en Écosse, prête à débarquer en Norvège, qu'il y avait que le maréchal Montgomery était toujours en Méditerranée, prêt à un débarquement peut-être dans les Balkans. Donc une multitude d'opérations d'intoxication qui auraient magnifiquement fonctionné, notamment parce que la RAF a toujours prétendu que l'aviation de reconnaissance allemande n'avait jamais photographié que ce qu'on l'a laissé bien photographier, c'est-à-dire les faux campements, et que jamais les vrais campements installés au sud-est de l'Angleterre n'avaient été l'objet de reconnaissance aérienne, parce que la RAF veillait, et voilà, ça permettait de glorifier la RAF. Après-guerre, comme effectivement la 15e armée allemande qui campait dans le Pas-de-Calais n'a pas bougé avant la fin du mois de juillet, c'était la preuve suffisante pour dire
l'opération Fortitude a fonctionné, et a même fonctionné au-delà de nos espérances, puisque presque pendant 2 mois, les Allemands ont cru qu'il y aurait un deuxième débarquement dans le Pas-de-Calais, et ça permettait aussi de glorifier les services d'intoxication qui ont besoin de justifier leur existence. Donc les services secrets, etc., en ont tiré profit. Donc tout ça, ça a créé une image d'une opération parfaitement huilée, parfaitement menée, qui devait être une source d'inspiration pour l'avenir. Or, il s'avère que les recherches les plus récentes, qu'on a commencé à aller chercher dans les archives allemandes, parce que jusqu'à présent on avait raconté l'histoire que du point de vue allié, on s'est rendu compte que la réalité était un peu plus nuancée. Oui, les Allemands ont été persuadés jusqu'à fin juillet qu'il y aurait un deuxième débarquement dans le Pas-de-Calais et que la Normandie n'était qu'une diversion. Mais non, ils n'ont pas été surpris qu'il y ait un premier débarquement en Normandie. Et cela permet de comprendre d'ailleurs pourquoi, dans les semaines qui précèdent les débarquements, Hitler a ordonné le renforcement de la 7e armée en Normandie. C'est pas dû au hasard, c'est pas dû à une inspiration hitlérienne, c'est dû simplement à un bon travail des services de renseignement allemands et à des reconnaissances aériennes qui ont bel et bien eu lieu, ce que l'on ignorait jusque-là. D'une part, des reconnaissances aériennes effectivement sur Douvres, où ils repèrent de fausses barges de débarquement, et ils comprennent que ces barges de débarquement sont un leurre, et cela les invite à mener d'autres reconnaissances ailleurs, puisque s'il y a de fausses barges de débarquement à Douvres, c'est qu'il y a où sont-elles, où sont les vraies? Et ils ont mené des reconnaissances début mai qui leur permettent de repérer les grandes zones de regroupement, les grands ports de regroupement des armées alliées, et de leur localisation au sud-est de l'Angleterre, ils déduisent qu'il ne peut y avoir que 2 cibles possibles, la Bretagne ou la Basse-Normandie. Donc ils ne seront pas du tout surpris qu'il y ait ce débarquement en Basse-Normandie le 6 juin, ils seront surpris du jour, parce que la météo était exécrable à leurs yeux, mais ils ne sont pas surpris de l'endroit. Donc ça, c'est une première légende qui s'effondre. Alors pourquoi dans ce cas-là ont-ils cru jusqu'à mi-juillet qu'un deuxième débarquement aurait lieu? Là, c'est d'une part parce que eux-mêmes, s'ils avaient eu à mener ce débarquement, ils l'auraient fait prioritairement dans le Pas-de-Calais, c'est leur logique de continentaux, ils ne voient pas la difficulté qu'il y a à multiplier les débarquements, on peut les enfiler comme des perles. Et ensuite, il y a, alors pour le coup, une opération de déception qui fonctionne très bien, c'est que grâce à des agents doubles, ce qu'on appelle les double cross, toute une série d'agents allemands qui étaient infiltrés en Angleterre et qui se sont mis au service immédiatement des Alliés, ou qui ont été retournés, ces agents doubles alimentent depuis plusieurs semaines les services allemands en faux renseignements, les amenant à surestimer de manière considérable les effectifs alliés en Angleterre. Et cette surestimation permet de croire qu'il peut y avoir plusieurs débarquements. Et là, de ce point de vue-là, cette opération de déception, elle va parfaitement fonctionner. Donc autant les faux campements, ça n'a pas eu d'impact décisif loin de là, autant les renseignements des double cross ont été un véritable atout qui a permis de renforcer les Allemands dans leurs propres convictions. Donc ils sont un peu auto-intoxiqués. Même si les Alliés, donc avec ces double cross, les ont encouragés à aller dans cette mauvaise direction. Donc voilà, c'est pas un renversement complet de l'histoire de la bataille de Normandie auquel on assiste là, mais c'est à des nuances qui permettent d'affiner la maîtrise du sujet. Alors quand on parle de renseignement, il y a aussi la machine Enigma donc c'est l'opération Ultra, si je ne me trompe pas, qui va permettre aux Britanniques de décoder les messages que s'envoyaient les sous-marins et les navires allemands, n'est-ce pas? Oui, Ultra, c'est donc un programme ultra secret qui permet dès 1940 de décoder les messages renvoyés radio codés par la machine Enigma, qui est la machine de codage utilisée par la Kriegsmarine, par la Luftwaffe et par la Heer, l'armée de terre allemande. Donc décoder ces messages radio, c'est un atout formidable. Alors en 1940, ils ne décodent qu'une partie des messages, ils décodent lentement parce que c'est très très compliqué d'utiliser de décoder Enigma. Ultra, qui est d'ailleurs pas une invention anglaise, hein, c'est les Anglais qui l'utilisent, mais c'est d'abord les Polonais, les services secrets polonais qui dans les années 30 commencent à le faire. Il y a ensuite les Français
qui en 39-40 font des recherches là-dessus, et toutes ces recherches convergent en Angleterre en 1940 pour donner cet outil de décodage qui va s'améliorer au fil des mois. Et au printemps 1944, on peut dire que les Alliés décodent les messages, notamment de la Luftwaffe, en quelques heures. Et c'est un atout qui est absolument essentiel dans la carte des Alliés, puisque, par exemple, pour la Luftwaffe, ils connaissent, avant même que les avions allemands décollent, ils connaissent leurs cibles, leurs effectifs. Donc ils peuvent les intercepter. Ils savent également que le lendemain du jour J, les Allemands ont prévu de dégarnir le Reich, où l'essentiel de la chasse est alors concentré au-dessus de l'Allemagne pour empêcher les bombardements stratégiques. Bien, Hitler a ordonné qu'une fois que le débarquement aurait lieu, plus d'1 millier d'appareils seraient transférés sur le front de l'Ouest, sur des aérodromes qui sont prévus pour cela. Or, les Alliés vont connaître le nom des aérodromes et l'heure d'arrivée de ces renforts. Ils vont donc pouvoir les intercepter avant même qu'ils ne se posent. Donc ça va donner lieu à des pertes considérables côté allemand. Et ils ont également des renseignements concernant les déplacements des troupes de l'armée de terre. Un peu moins bonne parce que la Air utilise aussi beaucoup le téléphone, puisqu'elle occupe la France. Donc ce ne sont que des renseignements partiels. Grâce à Ultra, on a également quasiment l'ordre de bataille de l'armée allemande en France. Donc ça, c'est une carte qui est décisive dans la Manche alliée. Un seul exemple, c'est par exemple la localisation du Panzergruppe Ouest, qui était l'état-major chargé de mener la grande contre-offensive que les Allemands espéraient monter après le jour J. Cet état-major qui était installé à Paris se déplace en Normandie, dans un château, et grâce à son activité radio, il est localisé par les Alliés qui vont mener un raid aérien qui va entraîner la destruction de cet état-major. Son général von Schuppenburg est grièvement blessé. Et donc, avant même que la contre-offensive ait lieu, l'état-major qui doit la mener est décapité. Donc ça, c'est un exemple de renseignement qui permet de faciliter les opérations alliées. Autre sujet que vous abordez, c'est la préparation des Allemands. Alors les Allemands ont construit le mur de l'Atlantique, qui est une série de fortifications qui ne sont pas comparables à la ligne Maginot non plus. C'est beaucoup plus lâche, beaucoup plus distant. Il faut imaginer que ça va depuis la frontière espagnole jusqu'au nord de la Norvège. Donc on ne peut pas fortifier de façon dense tout ce littoral. Hitler espère ce débarquement. Il pense que si le débarquement échoue, eh bien, il pourra transférer toutes les unités de l'Ouest sur le front de l'Est et ainsi vaincre l'Union soviétique. Et surtout, il espère que les Anglais et les Américains seront démoralisés et qu'ils donc chercheront à négocier. Et il va nommer Rommel pour diriger les fortifications du mur de l'Atlantique en France. Mais au-dessus de Rommel, il y a Rundstedt. Et ils ont une différence d'approche stratégique. Est-ce que vous pouvez nous en parler Oui, alors Rundstedt fait partie de la vieille école prussienne et de cette génération de généraux qui ont connu les grandes opérations de la Blitzkrieg à l'Est en URSS, qui est persuadé, à juste titre d'ailleurs, qu'en termes de mobilité, l'armée allemande est supérieure aux armées alliées et qu'il faut donc laisser les Alliés débarquer, laisser les Alliés progresser avant de lancer une contre-offensive avec toutes les forces blindées réunies pour rejeter les Alliés à la mer. Donc lui, il est persuadé que le mur de l'Atlantique est au mieux un amortisseur, qui pourra causer des pertes aux Alliés, qui pourra le freiner le temps d'amener les renforts, mais que seule une contre-offensive blindée massive, engageant la dizaine de divisions de Panzer rassemblées bon an mal an en France depuis novembre 1943, permettra de repousser les Alliés à la mer. Von Schuppenburg, son subordonné, va même plus loin, il dit qu'il faut laisser les Alliés rentrer le plus possible dans le territoire français, les éloigner des plages, pour les vaincre finalement aux portes de Paris, dans une grande opération de tenaille qui détruira les armées alliées. Rommel ne partage absolument pas cette idée. Pour lui, le débarquement se gagnera ou se perdra dans les premières heures.
c'est le jour le plus long, et qu'il vaut mieux avoir une centaine de chars le jour J sur les plages que d'en avoir un millier 15 jours plus tard, 50 km plus à l'intérieur des terres. Pourquoi ? Parce qu'il a connu la supériorité aérienne alliée en Afrique du Nord, et il a conscience que les grandes opérations mécanisées que l'on rencontre en URSS encore à la même époque ne seront pas possibles face à une armée alliée qui domine le ciel. Les mouvements ne pourront se faire que de nuit, et dès que la contre-offensive se manifestera, elle sera écrasée sous les bombes des avions alliés, et également sous les obus de l'artillerie alliée, car Rommel connaît parfaitement la puissance de feu britannique et de plus en plus américaine, qui sont capables de véritablement bloquer une offensive quasiment en quelques minutes ou en quelques heures. Donc pour lui, la stratégie que l'on applique avec succès en URSS n'est pas reproductible en France, car l'armée alliée n'est pas l'armée soviétique. Il défend donc l'idée de s'appuyer sur le mur de l'Atlantique et de s'appuyer sur un collier de perles mécanisées, disperser les unités mécanisées au plus près des plages pour pouvoir intervenir en 2 ou 3 heures au moment où les Alliés sont à ses yeux le plus faibles, c'est-à-dire au moment où ils débarquent. Quand ils n'ont pas de profondeur, quand ils n'ont pas encore leur artillerie, ils n'ont que l'artillerie de la flotte pour les protéger, et où finalement la distance à parcourir pour les vaincre est la plus faible. Voilà donc les deux stratégies qui s'affrontent. Aucune n'est bonne, parce qu'il n'y a pas véritablement de solution compte tenu des effectifs allemands, compte tenu de la supériorité aérienne alliée. Il n'y a pas de stratégie gagnante. Aujourd'hui, avec le recul, c'est facile, on est dans notre fauteuil, on a toutes les données. Il est facile de mesurer l'inanité de la stratégie de Ronstadt et la faiblesse de la stratégie de Rommel, qui sans doute aurait-elle permis de gagner quelques semaines, mais en aucun cas on a beau tourner le problème dans tous les sens. Une contre-offensive immédiate aurait été faite par une poignée de chars, et quand on voit les effectifs que lancent les Alliés sur les plages dès le jour J, le rapport de force est vraiment par troupe en faveur des Alliés. Donc voilà, la stratégie. Le pire, c'est que voilà, ils débattent de la stratégie, ils attendent le débarquement, mais finalement le jour J, ils n'ont pas de plan. Hitler n'a pas véritablement arrêté une stratégie, puisqu'il ordonne d'une manière générale qu'il faudra repousser les Alliés le plus vite possible. Donc on pourrait penser qu'il adhère à la thèse de Rommel, mais en même temps, il refuse d'accorder à Rommel les moyens mécanisés pour lui permettre d'exécuter ses stratégies. Il conserve la main sur les divisions de Panzer, et certaines sont vraiment installées très loin à l'intérieur des terres. Donc c'est une sorte de jugement à la Solomon, de compromis qui n'est pas satisfaisant. Les vaincus allemands, les généraux allemands après-guerre ont évidemment pris soin de charger Hitler de ce jugement à la Salomon qui était la pire des solutions. Aujourd'hui, là encore, grâce aux travaux des historiens, je pense notamment à Jean-Luc Leleu, on se rend compte que Hitler a pris cette décision après avoir consulté l'intégralité des chefs de corps et des chefs d'armée présents en France. Et ces derniers ont finalement proposé ce compromis. Ils défendaient l'idée qu'il fallait quelques unités mécanisées pour aider l'infanterie à tenir dans les premières heures, mais que la victoire ne pourrait venir que d'une contre-offensive massive, réunissant toutes les divisions de Panzer sous 15 jours, 3 semaines. Donc finalement, Hitler n'a fait que suivre le conseil que les experts de l'armée allemande lui ont donné. Alors justement, sur la responsabilité d'Hitler, c'est tout. Les morts ont toujours bon dos. Dans le jour le plus long, il y a notamment cet épisode où on appelle Hitler, et Hitler, on dit « Ah non, on peut pas le réveiller, il dort !» Et les acteurs disent « Ah, vous voyez, on va perdre la guerre parce que il est 10 heures et Hitler dort encore. » Oui, c'est une journée historique. Nous vivons un moment historique, mon cher Kurt. Nous allons perdre la guerre parce que notre glorieux Führer a pris un somnifère avant de se mettre au lit. Qu'il a donné l'ordre de ne pas le réveiller. C'est incroyable. Pensez à ça, Kurt. Rappelez-vous-le toute votre vie. Nous sommes les témoins désabusés d'un fait qui semblera toujours invraisemblable aux historiens futurs et qui est pourtant vrai. On sait aujourd'hui que c'est faux, n'est-ce pas ?
Oui, là ça appartient à ces mythes qui sont particulièrement puissants, puisque là c'est quand même le dictateur qui fait régner la terreur, et finalement à force de faire régner la terreur, il dissuade ses subordonnés de le réveiller au moment décisif, donc il est rattrapé par ses propres péchés, c'est très chrétien comme mythe. Et aujourd'hui, bah oui, on se rend compte qu'en fait, dès 8 heures, l'OKW, donc l'état-major personnel d'Hitler, ordonne la mise en alerte de plusieurs divisions de Panzer, ordonne leur mouvement. Finalement, il y a un contre-ordre qui vient, mais ça montre bien que Hitler est déjà aux manettes. Alors certes, peut-être pas dès 2h du matin, alors que les premiers rapports sont montés jusque-là, mais à 8h, on sait qu'il est au travail. On a autant de témoignages qui infirment l'idée que l'on a eu peur de le réveiller que de témoignages qui vont dans le sens que l'on a tergiversé à le réveiller. Toujours est-il que si l'on regarde aussi la chronologie fine des événements, on se rend compte que les retards pris par l'OKW à donner des ordres de mouvement aux divisions de Panzer n'ont pas eu d'impact sur la bataille. Parce que tout simplement, les divisions de Panzer ne sont pas encore pleinement opérationnelles pour se mouvoir au moment où l'ordre de mouvement arrive. Donc si l'ordre de mouvement était arrivé plus tôt, ils n'auraient pas été davantage capables de se mouvoir plus tôt. Donc ça ne change pas grand-chose. Et surtout, ce qui est décisif, c'est que très souvent les ordres de mouvement envoient les divisions de Panzer, et je pense notamment à la 12e SS, l'envoient dans une mauvaise direction. Parce que l'armée allemande, et ça, là encore Jean-Luc Leleu a fait un très très beau travail de recherche là-dessus, l'armée allemande, qui était persuadée que le jour J, elle aurait une photographie parfaite des événements, et prendrait donc les décisions les plus avisées, l'armée allemande le 6 juin est dans le brouillard le plus complet, dans le brouillard de la guerre. Le débarquement d'Utabitch n'est pas du tout localisé. Le débarquement d'Omaha, pendant très longtemps, on pense qu'à Omaha Beach, la situation est complètement stabilisée et que le débarquement est en train d'échouer, donc il n'y a pas de raison d'y envoyer des renforts. Et par contre, on annonce des débarquements près de Cherbourg, près de Deauville, voire des parachutages en Bretagne. Et donc toutes ces fausses informations contribuent à disperser l'effort de réaction, et c'est pour cette raison, par exemple, que la 12e SS, dans un premier temps, on lui ordonne de se diriger vers Lisieux, c'est-à-dire à l'écart du débarquement principal, ce qui lui fait perdre plusieurs heures. Et ce sont ces heures-là que l'on a reproché à Hitler, ces heures perdues. Mais là, c'est bien encore l'état-major qui ordonne à la 12e SS d'aller vers Lisieux. C'est pas Hitler. Lui, Hitler donne son feu vert pour engager la 12e SS. Il ne lui donne pas une direction. Cet événement nuance encore la vision que l'on avait du débarquement. Ça ne la révolutionne pas. Oui, effectivement, la 12e SS n'est arrivée que le lendemain. Mais pas forcément pour les motifs que l'on pensait. Dans le débarquement, alors traditionnellement, on dit donc c'est le commandant en chef, c'est Eisenhower, un général d'origine texane, qui n'est pas le plus connu de l'armée américaine. Le plus connu, c'est Patton, qui est pas tout de suite engagé. L'armée terrestre américaine est commandée par Omar Bradley. Donc ils vont débarquer à Utah et Omaha Beach. Tandis que les armées terrestres britanniques et canadiennes sont commandées par Montgomery. Et vous montrez dans votre ouvrage qu'en fait Montgomery a un rôle qui n'est pas seulement celui de commander les Britanniques et les Canadiens, enfin les troupes terrestres, mais qu'en fait c'est lui qui a, semble-t-il, organisé les plans du débarquement. Oui, dans l'organigramme monté pour le débarquement, Eisenhower est le commandant suprême des forces terrestres, aériennes et navales. C'est un coordinateur. Et il a déjà beaucoup de travail là-dessus, parce qu'arriver à faire coordonner des marins, des aviateurs et des généraux à terre, c'est pas une sinecure, loin de là. Les Britanniques espèrent bien le cantonner à ce rôle de coordination. En dessous de lui, il a des adjoints, tous britanniques, chargés chacun d'une arme. Et donc Montgomery est le commandant provisoire des forces terrestres. À ce titre, il chapeaute les généraux sur le terrain, Dempsey, pour la 2e armée britannique qui intègre aussi les Canadiens, et donc Bradley, la première armée américaine qui, comme vous le dites, débarque à Utah et à Omaha. Donc Montgomery n'est pas simplement le chef des forces anglo-canadiennes, il est véritablement le chef des forces terrestres alliées. Et c'est lui qui
planifie la bataille de Normandie. Il a essayé de s'attribuer aussi la responsabilité du remaniement d'ailleurs du débarquement lui-même. Quand il prend son commandement début janvier, dans ses mémoires, il raconte comment il découvre un plan qui ne tient pas la route et que, grâce à ses remarques avisées et cassantes, le plan d'Overlord, au départ prévu sur 3 plages, est élargi à 5 plages, le nombre de divisions débarquées le jour J sera beaucoup plus important, et tout ça c'est grâce à lui. Bon, certes, mais il n'est pas le seul, Eisenhower avait fait la même remarque, et tout le monde s'accorde à dire que ce premier jet était forcément provisoire et avait été écrit avec les moyens que l'on attribue à cet instant aux forces alliées. Le général Morgan qui avait fait ce premier plan était bien conscient des limites de ce plan. Alors c'est un peu facile pour Montgomery après de dire oui, c'est un meilleur plan, mais en même temps on lui avait attribué des effectifs beaucoup plus importants et il pouvait en fait s'offrir ce luxe d'agir sur 5 plages et c'était indispensable. Il planifie, par contre, et là c'est bien lui qui le fait, il planifie les 90 jours de la bataille de Normandie. Parce qu'Eisenhower lui donne une sorte de carte blanche. Il faut qu'en 3 mois, les armées alliées se soient installées et installer une tête de pont en Normandie qui borde la Seine, qui borde la Loire, jusqu'à Paris. Et de cette tête de pont, on en fera un tremplin pour progresser jusqu'en Allemagne. On pense d'ailleurs progresser assez lentement, car on est conscient de la qualité de la Wehrmacht. Et on pense avancer de cours d'eau en cours d'eau à la suite d'offensives assez sanglantes. Et on n'imagine pas du tout atteindre la frontière allemande avant le printemps 1945. Finalement, ça ira beaucoup plus vite. Donc, Montgomery, dans le cadre de ce cahier des charges, va élaborer ce plan de la bataille de Normandie qui comporte grosso modo 3 étapes. La première étape, l'établissement d'une première tête de pont, s'accrocher au territoire normand. Et là, il donne des ordres pour aller le plus vite possible, le plus loin possible, parce qu'il a besoin de profondeur. Deuxième temps, prendre Cherbourg. Et pour prendre Cherbourg, ce seront donc les Américains qui sont situés sur la partie ouest de la tête de pont, qui sont chargés de progresser et de libérer Cherbourg. Et pour faciliter ce travail, Montgomery ordonne à Dempsey, le commandant des forces anglo-canadiennes, de multiplier les offensives au sud de Caen, puisque dans son esprit Caen aura été pris dès le 6 juin, de multiplier les attaques au sud de Caen pour y fixer le gros des armées allemandes et ainsi faciliter les opérations de Bradley. Une fois que Cherbourg aura été libéré, on aura les 2 ports artificiels, on aura le port de Cherbourg, on aura donc la base logistique pour des opérations plus massives, plus ambitieuses, qui doivent permettre d'atteindre la Loire et la Seine à la fin du mois d'août. À partir de ce moment-là, Montgomery pense à une avance assez régulière de toutes ses forces par des séries d'offensives. Il n'ambitionne pas du tout une percée comme il y aura dans la réalité, ça sera adapté plus tardivement. Voilà le rôle que joue Montgomery, et ensuite, durant ces 90 jours, il sera le maître d'œuvre de cette campagne. Plus tard, il dira que sa campagne de Normandie s'est déroulée exactement comme il l'avait prévu. En fait, il l'a très souvent amendé. Mais comme il est très orgueilleux, il refusera d'admettre qu'il change quoi que ce soit, même quand ces changements sont bénéfiques. C'est assez paradoxal. Non, il faut que tout se soit déroulé selon le plan. Et c'est ce que nous reprocheront énormément les Américains, qui eux, évidemment, développeront un autre narratif dans lequel les Anglo-Canadiens s'enlisent, et ce sont les Américains qui, par l'opération Cobra, permettent de sortir de l'impasse normande. Opération Cobra qui aurait été pensée par Bradley, par un Américain, alors que les archives montrent qu'en fait c'est un amendement de Montgomery qui se fait dès la fin du mois de juin, où il voit bien que telle que la situation a évolué, le gros de l'armée allemande étant face aux Anglo-Canadiens, il sera plus simple de percer côté américain, et il l'encourage à le faire, et il encourage même très vite, une fois la percée faite, à faire un mouvement tournant et à ne pas trop s'embarrasser en Bretagne pour ne pas disperser ses forces. Alors que là encore, les Américains, dans leur narratif, disent c'est après la percée, on a vu qu'on allait pouvoir prendre les Allemands de flanc et qu'on a décidé de renoncer à la Bretagne, n'y envoyant qu'un seul corps au lieu de toute une armée. Là encore, vous voyez, deux histoires parallèles sont écrites, 2 narratifs sont écrits, et la consultation des archives aujourd'hui permet de faire la part des choses. Donc on peut dire que d'une certaine manière, c'est une question que vous posez, Montgomery a joué assez juste. Simplement, comme tout ne s'était pas prévu comme il l'avait anticipé, par orgueil, il refuse de dire qu'il a réussi à s'adapter à la réalité du terrain. Complètement.
Montgomery, il est surtout victime de lui-même. Il est victime de son caractère, et il est effectivement très orgueilleux, il est cassant. Depuis plusieurs mois, les Américains ne peuvent plus le voir en peinture. Il a été infect en Tunisie, il a été encore plus infect en Sicile. Les deux alliés se regardent en chien de faïence. Bradley et Montgomery vont cohabiter en Normandie. Montgomery va quand même essayer, dans un premier temps, d'être plus souple avec Bradley, lui laissant quand même beaucoup de mou dans ses opérations. Le divorce est déjà acté et Bradley n'a qu'une idée en tête, c'est de se libérer de cette tutelle. Eisenhower reçoit aussi des consignes de la part du chef d'état-major de l'armée américaine qui est installé à Washington, qui s'appelle Marshall, pour lui dire qu'il a été nommé commandant suprême pour faire la guerre et non pas pour la superviser, et qu'il doit dès que possible reprendre les rênes et cantonner Montgomery au commandement du groupe d'armée anglo-canadien, ce qui sera fait le 1er septembre. Assez paradoxalement, la grande victoire de Montgomery dans la bataille de Normandie l'amène non pas à obtenir une promotion, enfin s'il a une promotion, il est nommé maréchal par le roi, mais il est en fait déclassé au sein de l'état-major allié, puisque le 1er septembre, Eisenhower prend le commandement des forces terrestres au détriment de Montgomery, et Montgomery est relégué au commandement du groupe d'armée anglo-canadien qui opère maintenant dans le nord de la France. Alors, autre question sur le jour J que vous posez. Des 5 plages, la plus sanglante a été la plage d'Omaha, Omaha Beach. Il y a environ 10 000 tués, blessés ou disparus au 6 juin 1944, je crois. À Omaha, c'est 4 000. C'est 10 000, voilà, c'est ça, l'intégralité. 10 000 sur l'intégralité, et donc 4 000 pour la seule Omaha. Vous posez la question, est-ce que les Allemands se seraient mieux battus à Omaha Beach? Est-ce qu'ils auraient eu de meilleures défenses à Omaha Beach, qui explique ce bain de sang, qui était néanmoins moins sanglant que ce qui avait été prévu dans les plans par les Anglais et les Américains avant le débarquement. Complètement, oui. C'est vrai que les Alliés envisagent des pertes pouvant aller jusqu'à 50% des premières vagues dans leur projet initial. Ils ont bien conscience que ce débarquement sera sanglant, et finalement, le soir du 6 juin, ils vont pousser un vrai soupir de soulagement, même si à Omaha, pour le coup, ça se passe avec une grande difficulté. A posteriori, comment a-t-on expliqué ce bain de sang, 4000 pertes, et puis une lenteur à sortir des plages, alors que les Anglais, en 1 heure, 2 heures tout au plus, nettoient les plages et commencent à pénétrer à l'intérieur des terres. Pour les Américains, il faut attendre l'après-midi, et bien souvent cette progression ne se fera que de quelques kilomètres. Vraiment, la tête de pont à Omaha et le soir du 6 juin est assez ridicule. On l'a expliqué d'abord par le fait que les services de renseignement alliés auraient raté la montée en ligne d'une nouvelle division d'infanterie allemande quelques semaines avant le débarquement, la 352e, qu'on présente assez vite comme une division très expérimentée, ayant combattu sur le front de l'Est, et qui plus est appuyée par une brigade de flak, des montagnes de canons de 88, ces canons mortels pour les chars, et qui se serait retrouvée sur les plages pour accueillir les Américains, ce qui aurait expliqué le bain de sang. Ça, c'est le narratif américain. Quand on regarde les archives, on se rend compte que la 352e avait été bel et bien annoncée par Ultra. Parce que là aussi, ça permettait de dire que la 352e n'avait pas été identifiée. Ça aurait été la faute de qui? Des Britanniques. Des Britanniques. Ouais. Voilà. Donc on est toujours dans cette guerre entre alliés. Donc en fait, Ultra a bel et bien signalé la présence de la 352e. Les Alliés n'en ont pas tenu compte, mais à bon escient. Globalement, ça ne change rien. On est à quelques semaines du débarquement. De toute façon, Omaha Beach, il faudra débarquer ici. Et les renseignements que l'on a sont que la 352e est plutôt en retrait des plages. Et c'est vrai, le jour J, il n'y aura que 2 compagnies de la 352e, 300 hommes en plus, sur une plage qui en regroupe déjà à peu près un millier d'une division beaucoup moins brillante qui est la 716e, qui est une division statique, vraiment une division avec le fond du panier de la Wehrmacht, la même division qui accueille les Anglo-Canadiens d'ailleurs à Juno, à Sword et à Gold. Donc finalement, cet argument, il y aurait eu des troupes d'élite sur les plages, ne tient pas la route. Alors pourquoi ce bain de sang? La question se repose. Alors tout d'abord parce que effectivement à cet endroit, là pour le coup, le mur de l'Atlantique est plus récent et a été mieux pensé. Il est plus dense que sur les autres plages, sans être non plus l'équivalent de ce que l'on trouve dans le Pacifique, ce que fortifient les Japonais, mais il est plus dense. Le relief est vraiment défavorable
aux assaillants. C'est un peu plus à pic. Voilà, alors c'est Sword, Juno, voilà. Pour sortir des plages, c'est plus facile, il y a moins d'à-pic. Il y a beaucoup moins d'à-pic. On a essentiellement des plages qui donnent sur une digue, et une fois qu'on a passé la digue, voilà, on a un paysage, un mitage urbain qu'il faut arriver à conquérir. Mais il n'y a pas des aplombs comme l'on trouve à Omaha, où les bunkers allemands vont pouvoir dominer la plage. Alors ce ne sont pas non plus des falaises comme on trouve en Normandie, hein. Ce sont des pentes que l'on peut grimper à pied, mais ça reste un obstacle et une position dominante favorable aux Allemands. Donc il y a quand même une disposition géographique qui annonce quand même un bon bain de sang. Et ensuite, le bain de sang s'explique par une série de compromis qui tous, pris individuellement, ont une cohérence, mais qui, mis bout à bout, va amener les Américains à se retrouver finalement à ne combattre qu'avec leurs fusils. Et enfin, dernier facteur, et ça vient avec les arbitrages, c'est le temps. Si on a discuté, hein, le débarquement devait avoir lieu le 5 juin, finalement il est reporté de 24 heures. Et on tient assez peu compte finalement de ce facteur temps, de cette météo qui donne une houle de force 5 et qui va considérablement gêner les péniches, les bombardements d'appui. Alors je vais m'expliquer un petit peu plus. Pour matraquer la plage d'Omaha, les Américains imaginent un bombardement massif de la part de la flotte, mais il n'y a pas énormément de navires, il n'y a pas autant de navires qu'ils l'espèrent, autant de navires d'appui qu'ils l'espèrent. Alors, ils vont utiliser des canons de l'armée de terre qui tireront depuis leur propre barge, mais avec une houle de force 5. Le bombardement de ces pièces, imaginez une péniche sur une houle de force 5, le bombardement va être extrêmement apprécié. Ils ont également prévu de véritablement faire exploser tous les obstacles sur la plage par un déferlement de roquettes tirées là encore depuis des péniches qui ont été modifiées pour cela. Toujours la houle va faire qu'en fait, toutes ces roquettes vont tomber dans l'eau. Ce facteur temps, cette météo réduit à peau de chagrin les appuis-feu initiaux. En plus de cela, un troisième appui-feu était prévu, c'était un bombardement, un tapis de bombes que devaient larguer des quadrimoteurs alliés quelques minutes avant le débarquement. Mais Eisenhower, par sécurité, par peur de voir les bombes tomber trop court et tomber directement sur les péniches américaines, a ordonné à l'aviation d'ouvrir ses trappes avec un délai de 30 secondes par rapport à ce qui était prévu. Les aviateurs lui disent, mais 30 secondes en vol, c'est énorme. Vous n'allez rien toucher, ça va tomber à plus d'1 kilomètre à l'intérieur des terres. Autant ne pas le faire. On le maintient quand même, parce qu'au moins psychologiquement, pour nos soldats, ça va renforcer leur morale que de voir ce formidable rêve. Voilà, ces bombes exploser. Donc, voilà, 3 nouveaux arbitrages qui fait que le bombardement aérien n'aura aucun impact sur les défenses allemandes. Par contre, ça tuera 600 civils français dans les villages qui sont situés en retrait. Résultat, les défenses allemandes sont presque intactes au moment où les Américains débarquent. Et les Américains débarquent, de nouveau, la météo entre en ligne de compte. La houle déporte les péniches. Ils ne débarquent pas à l'endroit qui était prévu. Ils ne débarquent pas en unité constituée. Ils ne débarquent pas avec les chars amphibies qui devaient les accompagner, même les précéder. Ces chars amphibies ont été largués à plusieurs kilomètres au large des plages, et avec la houle, ces chars ont coulé tout simplement. C'était des chars qui étaient modifiés avec des sortes de jupes qui leur permettaient de flotter et équipés de petites hélices. Et les vagues ont très vite submergé les jupes et les chars ont coulé comme des pierres. Ce qui fait que les hommes qui débarquent n'ont pas cet appui-feu au contact. Ils pourraient compter sur l'aide des troupes du génie, mais là encore, ces troupes du génie débarquent de manière dispersée, n'ont pas toujours l'équipement qui devrait les accompagner parce que l'équipement débarque ailleurs, et ils n'ont pas de véhicules spécialisés comme les Britanniques en ont, notamment ce que l'on appelle un peu les chars pétards, des chars équipés d'un mortier lourd capable de faire exploser des obstacles et capable de détruire les bunkers. Bradley n'en a pas voulu, d'estimer que ces chars britanniques allaient gêner, allaient être un frein à sa logistique, et il espérait que les bombardements prévus suffiraient. Ils n'ont pas ces chars spéciaux qui sont d'une très grande aide sur les plages britanniques. Ces chars spéciaux vont manquer à Omaha Beach. Et voici comment on se retrouve avec cette image du jour le plus long. On a des poignées de soldats américains qui n'ont quasiment que leurs fusils à opposer aux mitrailleuses allemandes, bien retranchés dans leurs banquières. Et il faudra attendre l'intervention des destroyers qui vont se rapprocher au plus près de la plage pour faire un appui-feu direct et finalement faire office des chars qui auraient dû être prêts dans les premières minutes du débarquement. Alors quand on parle justement de bombardement, il y a eu aussi une politique de tapis de bombes, notamment sur les villes normandes. Je pense à des villes comme Bayeux, Caen,
ont subi vraiment des bombardements massifs des Anglo-Américains. Est-ce que cette stratégie du tapis de bombe a eu une utilité militaire, ou du moins l'utilité qui en était attendue? L'efficacité de ces bombardements qui étaient délibérément, l'idée c'était d'obstruer les axes par lesquels allaient monter les renforts allemands, freiner, vraiment il faut freiner ne serait-ce que d'une poignée de minutes ces panzers, ça peut être décisif. Et donc c'est Montgomery qui en a l'idée, se dit on va bombarder certains carrefours, mais des carrefours sur une carte ce sont des villes avec des habitants dedans, hein. Dans la réalité on va bombarder délibérément des carrefours pour que les immeubles et les maisons détruites obstruent les axes. Ce sera Caen, ce sera Saint-Lô, ce sera Lisieux. Vingtaine de villes seront ainsi rayées de la carte délibérément pour gagner quelques minutes, pour gagner quelques heures. Est-ce que cela a été efficace? En tout cas, pas efficace à hauteur des milliers de vies humaines qui ont été perdues pour cela. Cela ne valait absolument pas le sacrifice humain, car le réseau routier normand est dense, hein, on est en France, hein, on n'est pas en Russie, et très vite les Allemands trouvent des voies de contournement. Tout au plus, on peut dire que la 21e Panzer a été ralentie peut-être d'une heure 30 par les bombardements sur Caen. Mais les autres unités n'ont pas été du tout ralenties. On ne peut vraiment pas, là pour le coup, donner la moindre caution à Montgomery, d'autant plus que les aviateurs le lui ont dit avant. Ça ne servira à rien. Il n'a pour le coup aucune expérience. Dernière question, c'est une des questions de votre ouvrage. Est-ce que le débarquement du 6 juin 1944 est réellement le jour le plus long? Est-il réellement la bataille décisive pour vaincre l'Allemagne? Oui, la question, ça paraît tellement gros que de se poser cette question, c'est tellement évident. On se dit, bien évidemment, c'est le débarquement. À la veille du débarquement, la France est occupée. Le lendemain du débarquement, la France est libérée. Hitler est vaincu. C'est le tournant de la guerre. Si on avait échoué, Hitler dominerait l'Europe. Hein. Voilà, ses successeurs seraient peut-être encore là. Alors pour le coup, rien n'est plus faux. Oui, la bataille de Normandie est une étape indispensable pour la victoire dans la Deuxième Guerre mondiale. Oui, le débarquement en Normandie a permis de redessiner les cartes de l'après-guerre. S'il n'y avait pas eu le débarquement en Normandie, probablement que les soviétiques auraient occupé toute l'Allemagne. La guerre froide en aurait été totalement modifiée. S'il n'y avait pas eu le débarquement en Normandie, la guerre aurait duré plus longtemps, ce qui aurait entraîné encore plus de victimes dans les camps d'extermination. Donc cela a permis de sauver des centaines de milliers, peut-être des millions de civils. Donc évidemment que le débarquement en Normandie est extrêmement important. Mais est-ce qu'il a, quand on utilise le mot décisif, la question c'est, est-ce qu'il a été un tournant de la guerre? Est-ce que son échec aurait entraîné une victoire d'Hitler? La réponse est indiscutablement non. Hitler a perdu la guerre bien avant. Hitler a perdu la guerre aux portes de Moscou. Hitler a perdu la guerre quand les États-Unis, entre des guerres, j'allais dire lui déclarer la guerre, mais non, c'est lui qui leur a déclaré la guerre. Après Pearl Harbor. À partir de la fin 1941, la défaite de l'Allemagne est inéluctable. On ne sait pas quand, mais elle est inéluctable. Le débarquement en Normandie est donc une étape vers cette victoire, mais ce n'est pas un tournant. Les Allemands ne pouvaient pas gagner la guerre. Les Allemands ne pouvaient pas gagner la guerre. Quand Hitler se dit, et il s'auto-persuade que le débarquement en France peut être un tournant en sa faveur, il se trompe. Non, c'est pas. En repoussant les Alliés, même il libérait effectivement les troupes allemandes qui se trouvaient à l'ouest pour se retourner vers Staline. Mais le rapport de force est tel que tout au plus il aurait bloqué Bagration, il aurait peut-être encore contré des offensives soviétiques. Le front se serait stabilisé sans doute en 1944. Mais en 1945, les Alliés auraient débarqué de nouveau. En attendant, ils auraient multiplié les opérations en Italie, où ils sont déjà présents. Où ils ont percé d'ailleurs, à Monte Cassino, ils viennent de percer. Hein. Exactement, ils sont en train le 4 juin, Rome est libérée, ils filent vers la Toscane. Il faut bien imaginer que les Alliés ne seraient pas restés à se tourner les pouces pendant une année, et le débarquement en Normandie leur aurait fait perdre tout au plus, et là j'exagère même, peut-être 100 000 hommes, mais en fait beaucoup moins, probablement, mais au maximum 100 000 hommes, à l'échelle de la Deuxième Guerre mondiale, c'est assez peu. L'issue de la guerre aurait été inchangée, elle aurait été par contre, indiscutablement, retardée. Bien, monsieur Aubin, merci pour cet entretien.
Je recommande la lecture de votre ouvrage, Le débarquement, vérité et légende, aux éditions Perrin. Merci. Merci.